L'école du jeu existe depuis maintenant un peu plus de 5 ans et demi et jamais je n'ai fait de top 100. C'est aujourd'hui qu'on règle la question. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Je ne suis pas seul, je suis accompagné aujourd'hui de mes cheveux longs parce que ça fait tellement longtemps que les salons de coiffure sont fermés que je dois endurer cette tignasse effroyable. Mais bon, aujourd'hui, je suis là pour vous parler un peu de la logique, de la composition, du squelette de mon top 100 des meilleurs jeux sur la planète d'un point de vue purement et à 100% subjectif, basé selon mes goûts et mon appréciation. Je dois vous dire que l'initiative de cette série, vous avez certainement vu passer le top 100 de Sylvain qui est maintenant terminé, le top 100 de Vince qui est commencé et le mien qui commence à partir de la sortie de cette vidéo. Eh bien, l'initiative de ces trois top 100 nous vient de notre campagne Patreon, une plateforme qui vous donne l'occasion, l'opportunité, si vous le désirez, de nous encourager financièrement en nous donnant un montant mensuellement ou d'un seul coup pour nous encourager tout simplement à continuer de produire du contenu de qualité et qui est basé sur vos goûts, vos préférences. Alors si ça vous tente de nous encourager de la sorte et d'avoir accès aux différents avantages qu'on propose, eh bien sachez que la campagne Patreon apparaît présentement dans le coin de votre écran. Vous pourrez appuyer sur ce lien et aller la consulter pour avoir toutes les informations pertinentes. Mais maintenant, ceci étant dit, laissez-moi vous dire que je déteste faire des tops. J'en reparlerai un peu plus tard, mais c'est la première chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est que je déteste faire des tops de jeux. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, mais pour aussi les suivantes, toutes celles qui composeront mon top 100, j'ai décidé de faire une exception. L'une des craintes qui me hantait littéralement à l'idée de faire mon top 100, c'était de me dire comment je vais faire pour classer 100 jeux. 100, c'est beaucoup. Un top 5, ça aurait été probablement beaucoup plus facile. Un top 100, ça demande tout un exercice tout de même et beaucoup de volonté, de détermination également. Et bon, il y a d'autres craintes qui me sont venues en tête, mais Sylvain a répondu présent au rendez-vous avec une suggestion. Il vous en a parlé dans son introduction de Top 100. Il s'agit de la plateforme qui s'appelle Pub Meeple, que plusieurs d'entre vous ont certainement utilisé ou sont allés faire un tour sur la plateforme pour l'essayer par eux-mêmes suite à l'annonce de Sylvain. Si ce n'est pas déjà fait, ben, je vous en reparle parce que personnellement, ça m'a bien aidé. C'est un site que Sylvain m'avait recommandé, donc le principe est plutôt simple. En fait, c'est possible d'importer votre liste de jeux à partir de Board Game Geek en quelques clics. Et ensuite, le site va générer des espèces de duels entre deux jeux et on doit choisir celui qu'on préfère selon les critères qu'on s'impose nous-mêmes. Au total, c'est plutôt long à faire. Je me souviens que je n'ai pas fait ça en une seule soirée. J'ai passé plusieurs longues minutes là-dessus, puisque le site va justement générer des centaines de jumelages selon le nombre de jeux qu'il va devoir analyser et mettre en affrontement les uns contre les autres. Si je me souviens bien, j'avais un peu plus de 1200 jumelages à gérer. Et ça, c'est seulement parce que Board Game Geek a analysé ma liste d'environ 300 jeux. Alors sachez-le, si vous vous lancez dans cet exercice, il faut prévoir un peu de temps pour la réflexion que toute l'application va vous demander de faire. Mais ça a tout de même porté fruit puisque Pub Meeple m'a aidé à générer le squelette de mon top. Mais à ce moment-là, lorsque on a terminé nos milliers littéralement de jumelages et que la plateforme nous dit « ben voici ton top 100 », j'étais pas du tout satisfait. Pas
Pas complètement du moins. Parfois, je regardais les positions qui étaient générées par cette plateforme, les positions de certains jeux, et je trouvais que ça avait aucun sens que ce jeu soit placé aussi haut ou aussi bas. Donc, il y avait encore des choses que je devais réviser. Il a fallu que je revise le tout plusieurs fois. Il a fallu que j'interchange des jeux de position. Il a fallu que je fasse du ménage. Et c'est pas tout parce que ensuite, je me suis rendu compte que j'avais uniquement fait filtrer mes jeux. Les jeux que j'ai en ma possession, mais pas ceux auxquels j'ai déjà joué, mais qui appartiennent à des amis et que j'ai beaucoup apprécié. Pas non plus les jeux auxquels j'ai joué lors de conventions que je n'ai pas, ni même les jeux que j'ai déjà eus dans ma collection et dont je me suis départi. Alors, il a fallu que je repasse en revue la liste pour une 114e fois pour arriver à une version quasi finale que je suis presque prêt à vous proposer. Ça m'amène maintenant à vous expliquer l'une des raisons pour laquelle je n'aime pas faire des tops en général. En fait, ce n'est pas tous les tops que je n'aime pas produire, ce sont principalement les tops qui me demandent de classer des jeux en termes de qualité ou d'appréciation, bref, classer les meilleurs jeux d'une catégorie, les meilleurs jeux solo, les meilleurs jeux coopératifs, les meilleurs jeux de deck building. J'ai beaucoup de difficultés à faire ça parce que j'ai de la difficulté à déterminer qu'est-ce que ça veut dire le mot meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Certains m'ont recommandé, certains parmi vous, je veux dire, m'ont recommandé de classer les jeux visés selon un critère strict et ferme de mon cru, comme par exemple le plaisir que j'ai en y jouant. Sauf que là, ça provoque un autre problème pour moi. Parce que pour moi, j'ai aussi de la difficulté à définir c'est quoi exactement le plaisir. Parce que personnellement, je ris beaucoup plus lors d'une partie de esquisser qu'en jouant à n'importe quel jeu de Uwe Rosenberg. Alors, certainement, le plaisir n'est pas défini que par les rires. Pour moi, il y a aussi le facteur satisfaction qui entre en jeu. J'apprécie particulièrement, personnellement, j'apprécie particulièrement les jeux où on commence en étant très limité dans nos opportunités et où en fin de partie, j'ai vraiment le sentiment d'avoir bâti quelque chose, d'avoir contribué à la construction de quelque chose, d'avoir réussi à gérer un casse-tête, bref, d'être fier de ce que j'ai accompli. Sentiment que j'ai rarement en jouant à esquisser. Alors, le classement de mon top 100 est un mélange un peu le plus homogène possible de tout ça, qui va prendre en compte parfois l'originalité, parfois le plaisir, mais surtout et principalement la satisfaction que j'ai en y jouant en cours de partie, mais également au terme de la partie lorsque je regarde tout ce que j'ai fait et que j'ai accompli derrière moi. Un autre facteur que je me suis imposé lors de l'établissement de la liste de mon top 100, c'est le nombre de parties que j'ai jouées au jeu précis. C'est difficile, voire inconcevable pour moi de considérer ajouter un jeu à mon top si je n'y ai joué qu'une seule fois. Et je pense qu'il faut être particulièrement sensible à ça, selon moi, quand on fait un top, parce que c'est si facile d'être influencé par le culte de la nouveauté. Jouer à un jeu pour la première fois et dire « Wow! Ce jeu-là, ça en va directement dans mon top 10. » Ça, faut faire attention à ça. Je crois que parfois, c'est dangereux de dire ça. C'est pourquoi, personnellement, je préfère attendre d'avoir fait quelques parties avant de me positionner, quoique je peux rester tout de même alerte à mes sentiments, à mes premiers aperçus, les balbutiements de mon avis qui commencent à émerger après une partie et que j'ai hâte de développer dans d'autres configurations en essayant de tâter le terrain pour voir ce que le jeu
a à proposer de différent. Alors après une partie, c'est difficile vraiment, voire comme je le disais, inconcevable, de propulser un jeu aussi haut dans un classement. Par contre, je crois que dans mon top 100, je ne parle pas nécessairement de mon top 10, là, dans mon top 100, je crois qu'il y a quelques exceptions de jeux qui m'ont complètement renversé après une partie ou deux. Et pour la suite de cette vidéo, en rafale, je tenais à énumérer quelques mentions honorables. Voici donc 4 jeux qui ont passé tout près de se retrouver dans mon top. Je commence avec Near and Far. Je trouve en général que les jeux de Ryan Laukat ont vraiment commencé dans les dernières années à fleurir. Avec Empires of the Void 2, Sleeping Gods tout récemment. Near and Far est sorti en 2017 et c'est probablement le premier titre de Red Raven Games qui m'a vraiment surpris lors de ma première partie alors que j'avais aucune attente. Parfois, j'avais un peu d'engouement, un peu de hype qui était là, une anticipation par rapport au nouveau titre de Ryan Laukat pour lequel un de mes amis apprécie tous ces jeux. Il va acheter pratiquement tout ce qui a le petit logo de Red Raven Games sur le couvert. De mon côté, Near and Far, j'avais aucune attente et j'ai vraiment été agréablement surpris par ce titre. L'aspect narratif dans ce jeu, selon moi, n'est pas le point central, mais jumelé avec les mécanismes, ça donne un jeu très satisfaisant. Je n'y ai joué qu'une seule fois, mais je serais vraiment curieux de voir ce que la campagne de 10 parties propose. Caverna n'est pas un jeu qui apparaîtra dans mon top 100. Je vais tout de suite aborder l'éléphant dans la pièce en disant que ce jeu aurait clairement mérité une place classée très très haut dans mon top il y a de cela quelques années. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement de jeux qui peuvent remplacer Caverna à la perfection, en nous procurant des sentiments très semblables, avec des mécanismes semblables aussi, un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. En début de partie, on commence avec pratiquement rien. En fin de partie, on a réussi à construire plein de choses, on a beaucoup évolué. On regarde l'évolution entre le début et la fin de la partie. C'est satisfaisant. Mais comme je le disais, il y a plusieurs jeux qui remplacent, selon moi, Caverna très très bien, dont les jeux que je vais vous parler qui se retrouvent aux positions 67 et position numéro 12 de mon top 100. Un jeu qui m'a agréablement surpris, c'est Search for Planet X. Un jeu qui ne se retrouvera pas dans mon top 100. Je n'y ai joué qu'une seule fois avec Vince et Pierre-Louis de Etugames sur Tabletop Simulator. Mais après quelques parties, il se serait certainement hissé un peu plus haut. Bon, il n'aurait certainement pas fait mon top 20, mais il aurait certainement réussi à se mériter une place à quelque part dans mon top 100. Un jeu de déduction comme celui-ci, j'en ai pas beaucoup dans mon top 100 des jeux de déduction, quelques-uns, vous le verrez, mais Search for Planet X fait un travail exceptionnel. Il y a l'intégration d'une application pour le jeu. Je ne sais pas s'il est possible d'y jouer sans l'application. Je crois que non. Mais l'application va seulement en réalité donner de la rejouabilité, une espèce de rejouabilité infinie, parce qu'on a des règles qui sont communes pour toutes les parties, mais l'application va nous générer des circonstances, une configuration différente d'une partie à l'autre, va nous permettre également de récupérer des informations secrètes que les autres joueurs n'auront pas accès à celles-ci. Vraiment, vraiment un petit jeu qui m'a grandement surpris et qui mériterait certainement un peu plus d'amour. Et ma dernière mention honorable d'aujourd'hui ira à Hybris Disordered Cosmos, un jeu que je vous ai présenté sur la chaîne. En fait, j'ai seulement joué au prototype, mais j'en ai fait plusieurs parties.
Je ne pouvais pas garder le prototype, alors croyez-moi, j'ai maximisé le temps de jeu que j'avais à ma disposition pour le temps que je l'avais à la maison. Je me souviens avoir dit dès l'introduction de la première vidéo de Ibris, je me souviens avoir dit que ce jeu-là avait le potentiel peut-être un jour de terminer dans mon top 10 des meilleurs jeux sur la planète. J'étais sérieux. Je le suis encore, du moins j'ai encore cette anticipation-là, mais, impossible, inconcevable pour moi de le classer officiellement, où que ce soit dans mon top 100, que ce soit en position numéro 8 ou en position numéro 99, impossible pour moi, sans avoir fait d'abord plusieurs parties du jeu complet. Je ne peux pas placer un prototype dans autant de haute qualité, de haute gamme le prototype était, impossible pour moi de le placer où que ce soit dans mon top 100. Alors, c'est à suivre puisque on devrait, dans les prochains mois, recevoir nos copies de ce jeu qui est, pour ma part, très attendu. Alors voilà pour ce qui était de cette vidéo introduction à mon top 100. J'espère avoir pu vous permettre de vous glisser, de vous immiscer un peu dans ma tête pour vous permettre de comprendre ma réflexion, les questionnements et les doutes avec lesquels j'ai dû combattre pendant plusieurs semaines. Dès la prochaine vidéo, on abordera les jeux de la position 100 jusqu'à 91. J'espère que vous serez au rendez-vous. Croyez-moi, on a beaucoup de jeux à explorer ensemble. Ce sera certainement un exercice très intéressant. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un pouce vers le haut. Laissez-moi également vos commentaires selon vous. À partir de ce moment, de cette vidéo d'introduction, serez-vous capable, serez-vous apte à deviner, à prévoir, à prédire les 10 jeux qui se retrouveront dans mon top 10 à la fin complètement de cette série. Ce sera vraiment un exercice intéressant d'aller consulter les jeux qui se retrouveront vraiment à ces positions et de venir les comparer avec vos suppositions que vous ferez aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.